Allez, c'est encore dans un train. Peut-être qu'on vient de passer la Loire et ses bancs de sable. Je l'ai manquée aujourd'hui, elle, la variable. Et c'est irréparable. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Pamela Ramos et j'officie régulièrement à la librairie Une page à écrire à Janville, en Eure-et-Loire, où je propose des animations littéraires en toute simplicité et convivialité. On essaye de retrouver le rapport vivant au livre, celui qui nous fait vivre et celui qui nous fait grand plaisir. Samedi dernier, 18 juin 2022, nous avons reçu Fred Poujart, auteur d'un premier recueil de poèmes s'intitulant Via Ferrata, poème ou journal épars, paru aux éditions Thierry Marchès en février 2021. Ce premier recueil est original à plus d'un titre et je vais revenir sur sa composition. Il a obtenu le prix, la mention spéciale du jury du prix Apollinaire 2021 et c'est avec grand plaisir donc que nous avons écouté Fred Poujart, lui-même conteur également et comédien, qui nous avait sélectionné quelques poèmes pour nous faire découvrir, si possible, des influences et des auteurs chers à son cœur. Alors, poème ou journal épars, bonne question, j'allais dire, du sous-titre. Il s'agit en effet de poèmes datés depuis 2013 jusqu'à 2019 à peu près, durant ces 6 ans, avec des interruptions parfois très longues. Fred Poujart a suivi 3 lignes de façon symbolique comme réelle. Première ligne de la main, la ligne du cœur, c'est l'hommage au père, le père de Fred Poujart qui était lui-même cheminot et qui a développé une maladie dégénérative et va se déliter dans le temps long, un temps que son fils va scander de ses visites et de ses poèmes. Alors la deuxième ligne, c'est la ligne de train, c'est ligne de TER qui, qui, qui scande également nos régions, lui étant plutôt à ce moment-là du côté de Guéret, dans le Limousin, et rendant hommage à ces lignes de plus en plus désertées, désaffectées, mangées par les herbes, fermées, euh, qui vont résonner un petit peu comme l'espace intérieur de ses sentiments au moment de partir de chez lui, où il laisse sa mère et sa sœur s'occuper de son père qui décline. Et la troisième ligne, c'est la ligne d'horizon, c'est le rapport à l'écriture qui va mûrir, qui va s'installer, qui va résonner et, et dont on sentira par de petites touches fines et toujours pudiques, ce qui est un des mots-clés de ce recueil, euh, se déployer et vont permettre à Fred Poujart aussi de trouver une forme de joie persistante, des sentiments paradoxaux bien sûr, euh, et un apaisement et surtout une maturité d'écriture qui, pour notre bonheur de lecteur à nous également, va se déployer. Au fil de son périple, dont il ne connaît pas la fin, même si l'issue paraît malheureusement tragique, Fred Poujart a pris des photographies depuis ses fenêtres de train qui sont reproduites en vignettes sobres, en noir et blanc, régulièrement dans le recueil, qui nous permettent de nous rappeler que nous sommes dans le train avec lui et que nous parcourons, nous frayons cette carte mentale et géographique, euh, à la recherche mélancolique de la joie au plus profond des pierres, comme il peut le dire dans un poème plus tard, ou bien sûr du bord du bout, ce pays où l'on a enfin trouvé comment dire, la beauté et la vérité du verbe.
Dans le rapport vivant au livre qui nous intéresse, il s'agit ici bien évidemment de tenir et de savoir ce que peut la poésie, face, au drame et au tourment et dans une famille, comme il le dit lui-même, somme toute commune, tresser une mémoire, épique, une forme de chanson de geste, qui permettrait de fixer ces instants, heu et bien entendu de combattre, l'oubli. Ce recueil, m'a plu pour, sa sobriété, sa clarté, son humilité et hem et son cœur profond. J'ai aimé aussi les silences, le temps qui s'écoule entre chaque poème, où l'on retrouve le père où il se trouve et ceux qui gravitent autour de lui. Je vais donc, vous lire avec, l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur, 4 poèmes, hem, qui sont, voilà, représentatifs autant des différentes formes qu'a pu utiliser Fred Poujart que du temps qui s'installe et qui passe dans le recueil. À la suite de quoi, nous écouterons la captation de samedi dernier où Fred Poujart lui-même donc nous introduira et lira les poètes de son choix. Merci de nous écouter. 1. Il me faut dire que je n'ai rien inventé du tout. 307 jours et quelques heures ont passé depuis ce matin d'août 2013, où le cœur brisé par la maladie du père, j'avais bien la tête au plus bas et la bouche qui aurait pu mordre les tiges du réséda qui partout poussaient sur la voie abandonnée de cette gare. Et j'aurais pu les mâcher, ces tiges, le cou cassé, la bouche était si proche. Et si nos vaches si paisibles ne voient rien venir et ne font qu'attendre, ce dont je ne suis pas sûre, eh bien j'aurais pu devenir bovin, et attendre, et mâcher, la joue sur le ballast, où ne passe plus un train, rêvant de disparaître dans le vent, sous la pluie et en plein soleil, et devenant lichen sur ce chemin de traverse. Mais ce jour-là, quelque chose mordait, quelque chose de bon derrière l'angoisse et la peur. Et la vie était autre chose que la rampe de la mort. Elle était cette présence également que j'ai appelée poésie, il y a 307 jours et quelques heures. Quand j'ai lu à celle que j'aime, à mon arrivée quelques centaines de kilomètres plus loin, presque tous passés dans l'aigresse de quelques lignes écrites enfin mes mots, cette morsure, la piqûre de rappel faisait toujours effet et je l'ai écrit sur mon ordinateur, ce poème. Quel rituel allais-je inventer? Il me faut dire que je n'ai rien inventé du tout, que ce soir j'écris le cœur brisé par la maladie du père, que les matins d'hiver dans ma maison de Reims il fait froid, que le courage n'était pas au rendez-vous et que les tâches à accomplir se riaient de la prétention d'être en vie. Pourtant ce soir, je cherche l'issue, je cherche autour de moi, dans ma chambre creusoise. À l'étage, le père dans son lit a la peur et l'angoisse et la colère couchées sur son ventre, les 3 sœurs. Il surgira peut-être dans la nuit, fantomatique, ne me reconnaissant pas, les yeux bons comme l'autre nuit, tout lui dans l'oubli. « 8. Sur la ligne ferroviaire Amiens-Laon vers La Ferté, 12 mai 2015. Le soleil du soir bien en face de tout. Le vert profus en gloire dans la lumière. Mais tout ce qui existe à sa part, et l'ombre même est presque bleue. De temps en temps, une fenêtre en feu au faîte d'une maison, la vie jusqu'au fond des pierres, joie à en pleurer.
19. 26 janvier 2016. À Jorge Luis Borges, humblement. Je ne pensais pas, ouvrant ce matin dans le train de 5h33 qui roule d'Épernay à Paris, l'éloge de l'ombre de Borges, que j'aurais la force de lire plus que quelques lignes. Sans doute pas, me disais-je, un poème entier. C'était juste comme ça, d'un livre pris au hasard, acheté et jamais vraiment lu, au dos déjà un peu pâli, l'espoir de quelques lignes avant le retour du sommeil dans le roulis pour dire non au songe aux dents de fer. La droite musique et la droite parole, les secrètes lois éternelles, le concert du monde, me furent et me sont, Jorge Luis, un unending gift, et avant d'un peu dormir, la trame de la nuit m'apparut grâce à tes mots, un lumineux maillage, comme porté par une sombre et douce couverture de laine sur laquelle glissait la loco qui se faufila jusque dans la pénombre de nos voitures de travailleurs fatigués, tranquilles et silencieux, nos voitures de cadavres assis, et soudain reliées par ta nuit de fils lumière qui sont les fines nervures, m'apparaissant enfin, reliant les âmes entre elles. Soudain, à mes côtés, mes frères, non pas de hasard, mais consubstantiellement, fonçant certes chacun dans sa nuit, mais que je vis frôler juste un instant par un amour qui est par-dessus tout et qui demeure, je ne sais pourquoi, un secret qui vaut en tout lieu et en toutes circonstances. Postlude, le dernier texte du recueil. À la maison des fous, tu avais souhaité le père t'y rendre. La maison des fous, c'est notre maison. Quelques nuits, quelques jours, je vais y aller. Il y eut là-bas, y est-elle toujours, une jeune psy à qui te confier. Le bar des fous, c'est juste à côté. Il suffit de descendre, depuis le pavillon, le petit chemin bitumé qui tourne vers la droite. Une baie vitrée, on ne pouvait pas se tromper. Il pleuvait sur avril 12, une pluie tiède et antique. Au bar des fous, tu as souhaité t'y rendre. Le bar des fous, c'est notre bar. 1 heure ou 2, mon grand, on y va. Il y eut là-bas, suis-je toujours, un enfant à qui te confier. C'était autour d'un verre, le vent avait fraîchi. Depuis le bar à la baie vitrée circulaire, l'on voyait des tuyas et des cyprès ployés. Paysage dérisoire, aseptisé, battu, mais une lumière diffuse nous arrivait, une caresse un peu blanche, un peu grise, un peu verte sur l'épiderme. Je me suis permis une question, et tu as répondu. Et c'est à ce moment de ta parole enfin dégoupillée que les vitres ont volé en éclats, la pluie a cinglé nos deux visages, et devant nous, large horizon, s'est dévoilé ce lieu dont l'existence me fut autrefois révélée dans un souffle par une vieille femme édentée, démente, qui l'avait déjà visité, le bord du bout. C'est l'endroit où le monde se termine, où le corps s'agenouille devant le précipice, où le pas en avant n'existe plus, et où, si tu te retournes, tu es pétrifié. C'est l'endroit ultime du verbe qui veut héler l'oiseau de vérité. La pluie cinglait nos deux visages, ta tempête, ton tourment, ta naissante folie. De ce que tu m'as confié ce jour, il était déjà difficile d'en faire un tri, mais c'était beau, mais c'était triste. Le capitaine des pompiers en pleura dans son casque. Quand le casque fut plein, un haricot en tomba. Il tomba et germa. En illustration musicale, vous aurez reconnu le concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, ainsi que Ludwig van Beethoven, le quatuor numéro 15 en la mineur, opus 132. Nous allons à présent écouter la captation de samedi dernier où Fred Poujart lui-même donc, nous a fait l'amitié
après, que j'ai présenté, à peu près de cette manière son recueil, aux personnes présentes, de nous sélectionner, sur le principe de la carte blanche, plusieurs, poètes, qui étaient chers à son cœur et qu'il avait aussi, probablement inspirés, en tout cas qui avaient rythmé son propre parcours. Fred Poujart, je le rappelle, hem, tient un blog de poésie qui s'appelle La proximité de la mer, donc proximitédelamer.fr, sur lequel très généreusement, depuis des années, il publie très régulièrement des passages, ou bien des poèmes, ou bien des passages de prose ou de romans ou de récits, dans lesquels il a, lui-même, perçu, la parole poétique, qui constitue, aujourd'hui une anthologie, vraiment fascinante, en ce qu'elle permet et de relire, les plus connus et de découvrir, des pépites, qu'il glane ça et là. Pour l'heure, il a choisi pour nous, un extrait d'une conférence de Jorge Luis Borges, donc le prix Nobel argentin. Ensuite, nous entendrons Ted Hughes. Nous entendrons un poète, non publié, mais qui nous est cher à tous deux, qui s'appelle Pascal Adam, et ça laisse 66. Et ensuite, il terminera par, Marcel Delpastre et puis Ludovic Janvier. Ainsi qu'il l'écrit en ouverture de son blog La proximité de la mer, tout vers devrait avoir deux devoirs: communiquer un fait précis et nous atteindre physiquement comme la proximité de la mer. Et c'est encore de Jorge Luis Borges. Je laisse donc la parole à Fred Poujart. C'est une conférence que Jorge Luis Borges a donnée au Collège de France en 1983, à l'invitation d'un autre poète qui s'appelait Yves Bonnefoy, et en présence d'un autre poète, parce qu'il y a une vidéo qui existe sur YouTube, et je l'ai retranscrite en fait. Une vidéo qui existe sur YouTube, il y a Henri Michaud, le poète aussi, qui est au premier rang. Enfin, c'est une bonne compagnie. Alors voilà ce que dit Borges. Quand on a souffert quelque chose, quand on a senti quelque chose, chez un homme de lettres, cela demande une forme. Un écrivain, un poète, sait que tout ce qu'il vit est fait pour écrire. Je crois que dans l'Odyssée, on lit que les dieux donnent des malheurs aux hommes pour que les générations suivantes aient quelque chose à chanter. 25 siècles après, Mallarmé a pensé la même chose, mais il a pensé en termes de livre. Il a dit « tout aboutit à un livre ». C'est la même idée. L'idée que nos expériences sont faites pour l'art, sont faites pour prendre d'autres formes dans l'art. Et dans ce cas, on trouve tout de suite que peut-être le malheur est plus riche que le bonheur. La défaite est bien plus riche que la victoire, car la défaite peut nous faire penser, tandis que la victoire ne mène qu'à la vanité. Tous, nous avons notre part de bonheur et de malheur, mais le bonheur n'exige rien, tandis que le malheur doit être transformé en quelque chose d'autre. Le malheur serait la matière de l'art, la nostalgie aussi, l'idée d'un bonheur perdu, d'un paradis perdu. Cela aussi est bon. Il y a un poète en Espagne actuellement, Jorge Guillen, qui est peut-être le seul à chanter le bonheur présent. Pas le bonheur comme un paradis perdu, mais comme s'il était dans le paradis. Je ne connais aucun autre poète qui ait fait cela. Whitman, Walt Whitman, le poète américain au 19e, Whitman a fait de son mieux pour chanter le bonheur, mais on sent qu'il était un homme triste et seul, et son bonheur est un devoir qui s'est imposé. On sent que son bonheur est une corvée. Alfonso Reyes m'avait dit une fois, nous publions pour ne pas passer notre vie à corriger les brouillons. C'est vrai. Quand j'étais jeune, j'étais très baroque. Je cherchais des mots très anciens, où je tâchais de former des mots. À présent, non. Je tâche d'interférer le moins possible dans ce que j'écris. J'écris, je laisse la page à côté, je la relis au bout de quelque temps, je supprime tous les mots, toutes les phrases qui peuvent étonner le lecteur. Je tâche que cela coule.
Je tâche à présent d'être aussi simple que possible en restant complexe d'une façon secrète et modeste. Je n'ai pas d'esthétique, je ne cherche pas les sujets. Les sujets me cherchent. Je tente de les repousser, mais à la fin, ils me trouvent. Alors il faut que je les écrive pour rester tranquille. Je crois que chaque sujet a son esthétique, chaque sujet nous dit s'il veut, s'il désire que nous écrivions en vers de forme classique, en vers libre ou en prose. Il y a des sujets qui exigent un roman, ceux-là ne m'ont pas visité. Bon, il avait beaucoup d'humour. Hein, oui, c'est sûr. Alors, voilà un monsieur que j'adore, qui s'appelait Ted Hughes. Et alors, ça a été un des grands poètes anglais du XXe siècle. Et Ted Hughes, il s'est trouvé... Alors, j'ai pensé à lui parce que quand il parlait du malheur. Parce que Ted Hughes, il a eu sa part, on va dire. C'est-à-dire il avait épousé Sylvia Plath, qui a été une grande poétesse américaine. Mais il se trouve qu'à un moment donné, il l'a quittée et Sylvia Plath s'est suicidée. Il l'a quittée pour une femme qui, ensuite elle-même, s'est suicidée en 1970. Bon, bref, il a eu une sorte de vie dramatique. Alors, il a fait des poèmes qui sont pas du tout dramatiques parfois, et il a écrit Birds and Letters, qui c'est pas un roman, c'est une suite de poèmes, mais c'est comme des poèmes récits. C'est-à-dire qu'il parle de toute son histoire d'amour avec Sylvia Plath. C'est absolument extraordinaire, ce livre, Birds and Letters. Alors, je vais commencer d'ailleurs par plutôt le poème un peu... J'avais prévu quoi pour la logique. Ah oui, voilà, je commence par le poème un peu d'amour, c'est-à-dire un poème magnifique, je ne sais pas dire, s'il vous plaît. Il s'appelle Jeu du sort. Donc il parle toujours de lui et d'elle, de Sylvia Plath. Hein. On est dans les années 50, début 60, peut-être à Londres en fait. Jeu du sort. Parce que le message avait été intercepté par un gobelin, parce que tu avais déjà connu de faux espoirs, parce que Londres pour toi était toujours un kaléidoscope de noms et de lieux que le moindre choc pouvait brouiller, tu es resté à attendre dans l'erreur. L'autocar qui venait du nord est arrivé, s'est vidé et je n'en suis pas descendu. Tu as eu beau insister, supplier le chauffeur, en pleurant j'imagine, de me faire apparaître ou se souvenir de m'avoir vu. Ayant raté le quart d'une seconde, je n'en suis pas descendu. 8 heures du soir, et j'étais perdu, lâché quelque part en Angleterre. Tu as réprimé ton inspiration confiante et tu ne t'es pas précipité dans la cohue grouillant autour de Victoria, absolument certaine de tomber sur moi là exactement où il fallait que je sois, marchant. Je ne marchais nulle part. J'étais assis, impassible, à ma place dans le train roulant vers King Cross. Quelqu'un plus calme que toi a eu une idée. Ainsi, lorsque je suis descendu du train, pensant te retrouver quelque part au bout du quai, j'ai vu cette ruée, cette agitation, une silhouette faisant front au flux des voyageurs déjà sortis, puis ton visage liquéfié, tes yeux liquéfiés et tes exclamations, tes bras tendus vers moi, tes larmes jaillissant à flot, comme si j'étais revenu d'entre les morts, défiant toutes les lois, toutes les forces négatives, ne répondant qu'à une seule prière, la tienne, à tes propres dieux. Être un miracle, j'ai compris ce que cela signifiait. Et derrière toi, ton chauffeur de taxi, s'amusant, comme un petit dieu, de voir une Américaine être si américaine. Heureux que ta cavalcade frénétique, sanglotant, le houspillant, l'implorant de faire en sorte qu'il advienne ce qu'il fallait qu'il advienne, est si parfaitement abouti grâce à lui. Oui, c'était extraordinaire que mon train ne soit pas arrivé plus tôt. Il aurait dû arriver bien plus tôt. Qu'il soit arrivé en retard, à l'instant même où tu as fait irruption sur le quai, c'était naturel et miraculeux. C'était un présage confirmant tout ce que tu voulais voir confirmé. C'est ainsi que ton immense désespoir, ta traversée panique de Londres, puis ton triomphe ont rejailli sur moi.
comme l'amour 49 fois magnifié, comme la première grosse averse engloutissant la sécheresse d'août, lorsque toute la terre crevassée semble trembler et que toutes les feuilles frémissent et que tout se redresse et se met à pleurer. Voilà, ça c'est les joyeuses retrouvailles. Alors c'est un poème là où il parle du travail de Sylvia Plath, son travail de poésie, et son travail de poésie qui est rejeté par l'establishment. Ça s'appelle « Que Dieu vienne en aide au loup qui ne fait pas hurler les chiens ». C'est là que tu l'as rencontré, le mystère de la haine. Après tes billions d'années dans la matière anonyme, c'est là que tu as été trouvé, et vite haï. Tu essayais de toutes tes forces d'atteindre les gens, de les toucher, avec des dons de toi-même. Comme tes tout premiers mots, enfant, lorsque tu te précipitais vers chaque visiteur de la maison, agrippant ses jambes et criant « Je vous aime, je vous aime !» Tout comme tu avais dansé pour ton père, dans la maison de la colère. Don de ta vie pour adoucir sa mort lente et t'immerger en elle où il reposait, calé contre le sofa, pour atténuer l'amertume d'une mort atroce. Pour donner plus encore, tu es parti à la recherche de toi-même. C'était comme si, la nuit tombée, lui disparu, tu continuais à danser dans la maison obscure avec tes 8 ans et tes paillettes, parti à la recherche de toi-même. Dans l'obscurité, tu dansais, perdant pied lentement, pleurant doucement, comme quelqu'un qui cherche celui qui se noie dans l'eau obscure, et tend l'oreille, paniqué à l'idée de perdre ces quelques secondes au lieu de chercher. Puis en silence se met à danser avec plus de frénésie, encore. Les facultés, les universités, les facultés ont levé la tête. Vraiment, il semblait que tu avais dérangé quelque chose, qu'elle venait d'achever. Vraiment, il semblait que tu avais dérangé quelque chose qu'elle venait d'achever et tenait avec précaution d'un seul morceau jusqu'à ce que la colle ait séché. Et comme si elle rapportait quelques crimes à la police, elles t'ont fait savoir que tu n'étais pas John Donne. Cela ne te touche plus. As-tu retenu leur nom ? Ensuite, elles t'ont fait savoir jour après jour leur mépris pour tout ce que tu entreprenais, se sont donné du mal pour injecter leur bile, soi-disant pour ton bien, dans ton café chaque matin. Elles allaient jusqu'à signer leurs lettres homéopathiques, enveloppes pleines de verre soigneusement brisés à déposer au fond de tes yeux pour ne pas oublier. Que personne ne voulait de ta danse, personne ne voulait de ton étrange éclat, ta vie en train de perdre pied, de se noyer. Personne ne voulait de ton effort pour la sauver, nageant sur place, une danse sur les eaux noires et agitée, cherchant quelque chose à donner. Tout ce que tu pouvais trouver, elle le bombardait d'éclats de verre, la dérision, la boue, le mystère de cette veine. Et alors ça m'amène à Marcel Delpastre. Alors, je vais raccourcir parce que je ne vais pas... Voilà, j'avais prévu de vous lire un extrait, mais c'est un peu long, des mémoires de Marcel Delpastre, mais je vais vous lire un poème plutôt d'elle. Mais je vais vous parler juste une seconde de Marcel. Alors, je suis très attaché à elle parce que c'est une femme poète qui vivait en Limousin, en Corrèze, et qui a, certains la connaissent peut-être, qui a écrit chez Payot à la fin de sa vie plusieurs volumes de ses mémoires, qui sont un témoignage inestimable sur un monde disparu qu'est le monde paysan. D'accord. Et alors Marcel Delpastre, elle a écrit une œuvre poétique immense aussi, immense, qui est éditée par un monsieur qui s'appelle Jean Beaumeillot. C'est écrit en occitan et en français. Alors, Marcel Delpastre, elle ne voulait pas qu'on l'appelle poétesse. Elle disait poétesse de mes fesses. Pourquoi ? Parce que, alors, c'était pas du tout qu'elle avait une hostilité au mot poétesse, mais c'est parce qu'elle ne voulait, alors c'est tout à fait étrange aujourd'hui, elle refusait absolument que sa poésie soit assignée à un genre ou à un sexe. Puisque Marcel, elle disait, ma poésie n'est pas une poésie de femme, ce n'est pas une poésie, c'est de la poésie. Voilà. Et je trouve que c'est assez logique finalement. En tout cas, ça a été quelqu'un qui a été reconnu à la fin de sa vie, elle a été publiée chez Payot, etc.
Mais avant, elle publiait surtout en revue. Et puis, quand elle a été publiée chez Payot, elle a été reçue chez Pivot, à Bouillon de Culture. Mais alors, ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé par lui dire alors, bon, alors, on a la télévision, alors encore, bon. Donc, elle l'a remis un peu à sa place, puis à la fin, lui a dit mais vous êtes venu pour me corriger mes fautes de grammaire, monsieur Pivot, etc. Bon. En tout cas, ça lui a fait son succès à Marcel Delpastre à un moment donné. Moi, je l'ai connu comme ça parce que j'avais vu cette émission. J'ai commencé à lire ses mémoires. Donc, il y a Les chemins creux, Une enfance limousine, Le temps du mari, Le temps des noces, etc. Elle ne s'est jamais mariée, elle a toujours vécu seule. Elle a toujours vécu seule en tenant sa ferme. Elle tenait sa ferme et elle écrivait inlassablement. L'écriture, dit, c'était la grande affaire de ma vie. Mais alors, bien entendu, comme elle tenait une ferme, comme il y avait des photos d'elle sur un tracteur, si vous voulez, elle est devenue, pour certains éditeurs, notamment Rougerie à Limoges, c'était devenu la pastourelle limousine. Voilà, tout était fait pour l'assigner à la fois à son statut de femme et à son statut d'agricultrice. Or, elle a fait une poésie absolument immense, qui n'est pas du tout connue du monde. Ouais. Comment ? Elle était suspecte aussi. Elle était suspecte. Ouais. Elle était comme... C'est-à-dire, il y avait aussi quelque chose qui s'est dressé face à elle, en fait. Alors, juste, dans cet extrait des mémoires, elle raconte comment elle adorait tomber malade. Quand elle était enfant, parce qu'alors, elle pouvait tout observer autour d'elle, et alors, voilà. Puis elle raconte aussi à un moment donné qu'une fois, par chance, son père, qui était agriculteur, qui était paysan, est tombé malade en même temps qu'elle. Et alors, aux joies, parce que je peux vous lire juste la fin. Voilà, en fait, juste la fin, parce que c'est délicieux, ils sont... Voilà. Une fois, le bonheur d'être malade fut encore plus grand. Mon père était malade en même temps que moi. Dans la chambre bleue, nous avions chacun notre lit, et tous les deux nous parlions. Par moments, l'un et l'autre s'endormaient, et l'autre l'écoutait dormir, et s'endormait à son tour. Parfois, mon père se secouait, essayait de se donner du courage. « Il faut que je me lève. »« Pourquoi veux-tu te lever ? » ?»« Il faut que j'aille faire les topinambours. »« Tu feras les topinambours dans ton lit. » Cette année-là, les topinambours sans doute furent semés tard. Mais c'était le plus jeune de mes soucis. Les jours passaient, mon père me récitait des vers. Nous lisions Richepin, l'un ou l'autre. Nous apprenions par cœur la chanson des gueux. Je récitais comme à l'école et mon père se moquait de moi, il me parodiait. Il récitait aussi des poèmes de Baudelaire. Des frissons vous en parcouraient les épaules, tellement c'était noir et beau pourtant, et cela chantait d'une joie profonde, tranquille, parfaite, qui n'avait rien de commun avec le sens des mots. Certes, les mots étaient là, avec leur signification qui m'échappait sans doute à un certain niveau, mais ils m'apparaissaient un peu comme les épines de l'aubépine ou les petites pierres sur la bonne terre. Et la bonne terre et les fleurs de l'aubépine, il leur était nécessaire, les épines et les petites pierres. Et au poème, tout ce qu'il portait de signification, et les frissons à fleur de peau, mais les frissons de l'âme, par-dessous, vibraient de cette joie profonde, l'essentiel, le parfum, la saveur. Et bien sûr, je ne savais pas le dire, je le dirais si mal encore. Je ne savais pas qu'on pourrait le dire. Je me laissais aller. Et nous rions tous les deux, mon père et moi, même d'un plaisir, d'une même joie, qui certainement n'était pas la même. Nous étions heureux tous les deux. De temps à autre, il s'agitait un peu, il pensait au travail qui attendait, il parlait des topinambours. Oh, tu feras des topinambours dans ton lit. Donc voilà, elle a été élevée par un papa paysan, mais qui lisait Richepin et Baudelaire. C'est super. Un petit poème, alors je ne peux pas vous le dire en occitan, parce que je ne sais pas lire l'occitan, je ne sais pas le dire, malheureusement. La suite. Il faudra se lever, il faudra marcher, aller et venir, marcher, prendre le fardeau sur l'échine, les bras, le corps. La jambe qui tire, le pied qui fait mal, la main douloureuse. Il ne faut pas regarder en arrière. Ce qui te suit, cela viendra. Ce qui t'attend. La vie, ce qu'il reste à vivre, la mort et les peines. Rien qui te soit à perdre, tu n'as pas à te presser. Tu n'as pas besoin de courir, mais il faudra te lever. De dormir, de gémir, le temps vient et passe le temps de rêver. Et cette vie tout autre dans les combes profondes du sommeil, fièvre et bataille, et la vie de nuit dans les pierres d'ailleurs, entre l'eau, le feu, te promène. Ici aussi il faut marcher.
porter le fardeau et le souffle. Mais au retour, le jour t'attend autour de la maison. Toi, tu l'attends. Il te faut garder le rang, prendre la suite. En occitan, c'est beau aussi. Voilà. Alors, c'est le moment, voilà. On terminera peut-être par ça d'ailleurs, peut-être par Tedious. Ah non, terminera par. Voilà. Ça va, vous tenez chaud encore? Oui. Je vous dis donc, ça c'est une laisse, donc les laisses c'était des longs poèmes médiévaux avec assonance qu'a écrit un ami, Pascal Adam, qui malheureusement des fois refuse de publier. Alors. Mais qui a publié quand même Lettres à l'intendant du domaine, voilà, aux éditions Réelgard, qui était un drôle de texte très... Moi je lui avais dit, c'est un roman fleuve en une dizaine de pages. En une dizaine de pages, oui, j'avais trouvé sur que les marges, sur les lisières, comme ça. C'est très étonnant. Alors je l'ai choisi parce que c'est aussi... Alors il se trouve qu'il me l'a dédié, alors ça j'ai été très fier, mais il parle aussi, vous allez voir, de l'enfance et du père. Donc poète inconnu, pour vous. Voilà. Tout est tranquille ici. C'est si tranquille ici que c'en est un massacre. Tout m'avait un goût dégueulâtre hier. Mais ce n'est plus ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le monde est beau. Ce que je dis, c'est que le monde est neuf. J'ai changé mon regard, je regarde de haut. Tout est tranquille et neuf. J'aime changer comme change le ciel. Je ne sais plus les noms. Je sais que les noms sont maudits. Les noms sont pleins de fiel. Ce sont de sales cons. Oui, c'est ce que je dis. On voit encore ici leur ombre, souvenir de terreur. On se souvient de leur grand nombre. Et peut-elle être belle, la peur? Tout est tranquille ici. Il suffirait d'un rien pour que la vie soit belle. Il suffirait que soit défait mon dit. Diction, malédiction. Tout est toujours mal dit et le malheur arrive. Poète, un pied sur chaque rive, attend de l'enfer, éviction. J'attends un invité. Je refais du café. Je voudrais être prêt lorsque la mort viendra. Je voudrais être prêt lorsque la mort dira « Viens, mon petit, on rentre. C'est un hiver de merde. Tu as froid, mon petit, viens dans mon lourd manteau. Il a duré longtemps, oui, duré si longtemps, et il n'est plus si tôt, non, plus si tôt. Je ne veux pas que tu te perdes. Partageons ce café. Nous avons tout le temps de prendre le café, de finir le café. Tu as déjà un peu plus chaud, petit. Viens, dans mon lourd manteau, et fais ce que je dis. On rentre. Un café dans le ventre. On rentre à la maison. On rentre à la maison. La maison, tu verras, n'a pas beaucoup changé. La maison, tu verras, n'a pas du tout changé. Et tout le monde y est. Tout le monde t'attend. Tout le monde a le temps. Et puis le temps passé n'est pas juste passé, il est aussi devant, il est encore présent. Le temps est la grande cuisine où tu fais ce café. Et dans l'odeur du café, tu trouves la cuisine. La table d'où par la fenêtre s'en est allée l'enfance, par petits morceaux d'être qui sont devenus rances. Tu trouves ta fragrance, et l'alcool et la cire, et puis le goût du temps. Le temps qu'on tient en soi, qu'on a pour soi, le vieux temps de l'enfance, où la fenêtre s'ouvre et c'est le soir des rois. Le temps au cœur du temps. Qu'est-ce que tu as cru? Qu'on allait te laisser à ce monde foutu, petit? La gelée blanche est tombée sur le pré. Je prends le fusil de grand-père et de quoi le charger, et je m'en vais par les bois, les fougères, et je vais par les monts. Et je ne pense à rien, seulement à marcher. Je ne me perdrai pas, je connais tout à fond. Je suis une ombre dans les vallées, la forêt. Peut-être suis-je mort. Mes anciens sont ici, leur âme y dort.
Je refais du café, je remonte le temps, je me souviens de tout. Non, je ne suis pas fou, je suis coulé au temps. Et je dément les faits. L'enfance est d'un coup revenue, d'un seul coup, d'un seul, intacte. Je pense, ma mémoire est foutue, la parole m'impacte. Je vacille sur moi. Je ne peux plus signer, dit, regardant sa main, mon père. Moi, je peux l'imiter. Et je gribouille un truc qu'il reconnaît pour sien. Je n'ai pas tant triché pour rien. Je repense à l'école et mon père sourit. Je ne peux plus signer, dit, prenant le stylo, mon père. Puis il gribouille un truc sur un coin de papier et sourit. Dieu qu'ils sont loin, les pleins et les déliés. Mais ce n'est pas ta signature, dit doucement ma mère. Et mon père sourit et me tend le papier. Non, ce n'est pas ta signature. Elle est à peu près nette avec pleins et déliés. C'est celle de mon père, dit mon père. Il sourit. On n'a pas tant triché pour rien. Personne n'a triché. Je resserre du café. On est bien là, oui, on est bien. Ma mère aussi, sa main sur la mienne, sourit. Le moment se suspend. J'accroche le fusil au mur de l'escalier. Je jette un œil à ce bout de papier. C'est si ténu, le temps. 19 janvier 2016. Merci, parce que moi, je ne connaissais pas non plus. Alors, juste pour terminer, peut-être j'en fais un cours, parce que sinon c'est trop long. Puis, vous voyez, il y en a d'autres, s'il y en a qui veulent que je vous en lise après, voilà, on peut faire ça aussi en client vraiment. Peut-être aller chercher les livres pour ceux qui voudraient une place. Oui, aussi, oui, on ira pas. Et ben voilà, je fais juste ce texte. Alors, ce texte-là, c'est Ludovic Janvier. Donc Ludovic Janvier, c'était un poète qui était né dans les années 30, qui est mort en 2016, que j'ai découvert par hasard, par un recueil qui s'appelle La mer à boire, qui était paru chez Gallimard. Ah oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Ouais. Et c'est quelqu'un qui... Alors c'était un grand spécialiste de Beckett. Il a écrit quelques romans, mais dans sa poésie, il a quelque chose d'un chant profond, extraordinaire, très tendre. C'est un grand amateur de jazz aussi. Voilà, et ça c'est un petit bouquin, c'est une édition inventaire, je crois qu'on ne le trouve plus, je ne sais pas trop, bon voilà. En tout cas, celui-là, j'aime beaucoup. Je termine par lui. Bon d'accord, allez, je reste. Voilà. C'est beau comme titre. Bon, d'accord, allez, je reste. Vu les fontaines de fraîcheur dans le moindre feuillage, vu ton regard et la clarté qu'il ouvre en moi, vu ce calme dans l'air qu'on respire 1 ou 2 fois par an, vu les fleuves qui nous traversent avec le froid de leur lumière, vu Ben Webster de pleine ombre et Satchmo tout à l'or du soleil, vu la fillette qui chantonne en s'éloignant sur la route, vu la surprise aveuglante de jouir pour la première fois, vu tes yeux fermés longuement lorsque tu m'embrasses, vu la dérive des nuages à l'intérieur de moi, vu les passantes et leur swing et leur houle, ah les passantes, vu les pierres à sel dans le pré, et vu Faustocopie, vu qu'on ne pèse pas l'instant au nombre de ses morts, vu la robe, les salers et la puissance du chèvrefeuille, vu l'infini de l'herbe, vu le chagrin délicieux promis par ton sourire, vu la mer gagnant sur nous depuis la première rencontre, vu la patience du marcheur dans la brume et les gris, vu la partie de foot improvisée sur la prairie, vu le goût de ton mouillé qui s'impose à ma bouche, vu les flonflons du bal qui vous déchirent lentement, vu la rumeur en forêt. Ah, j'oubliais. Vu les chèvres et leur écriture à surprise. Et vu l'espérance chevillée au corps de la parole. Bon, d'accord, allez, je reste. Merci. Pour
conclure, je rappelle qu'évidemment, les rencontres à la librairie, Une page à écrire de Jeanville sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites et nous serons heureux de vous retrouver à partir de septembre 2022 pour plusieurs rencontres littéraires d'ici décembre. La première étant le samedi 10 septembre à 15 heures avec Charlie Roquin. Vous pouvez suivre la librairie sur Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que sur unepageaécrire.fr afin de connaître le programme qui sera très bientôt dévoilé. Merci à tous et bon été.